l'installation de nouveaux agriculteurs sur un territoire. D'ici à 2030, la moitié des exploitants agricoles seront en âge de partir à la retraite. Alors qui pour leur succéder? Seule une collaboration renforcée entre les collectivités, les territoires et les chambres d'agriculture peut relever ce défi. Et ils sont nombreux, ces défis: souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, cantine scolaire. Les enjeux, comme on l'a dit, sont nombreux et heureusement, certaines collectivités sont déjà engagées dans ce processus. Alors le renouvellement des générations en agriculture dans les territoires ruraux comme urbains, on en parle avec vous, messieurs. Bonjour, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui François Beaupère. Vous êtes vice-président des chambres d'agriculture France, président de la Chambre régionale des Pays de la Loire et vous êtes également agriculteur. Bonjour. À vos côtés, on retrouve monsieur Laurent Baud. Vous êtes vice-président de la métropole d'Orléans en charge de l'agriculture, maire de la commune également de Semois dans le Loiret. Bonjour. Et nous avons également la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Marie Fortin. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Loiret et également agriculteur. Bonjour à tous. Alors nous entendrons aussi durant cette conférence François Purseigle. Il est sociologue et auteur du livre Une agriculture sans agriculteurs qui vient paraître aux éditions Sciences Po. Il tire la sonnette d'alarme sur cet enjeu crucial du renouvellement des générations en agriculture dans les territoires. Et enfin, nous écouterons également le témoignage de Jérôme Minec-Dubé, ex-ingénieur très intéressant dans l'aérospatiale, devenu agriculteur. Il est installé en maraîchage bio depuis 2013 au cœur de la commune de Semois. Et on débute tout de suite cette table ronde avec vous, François Beaupère. On l'a dit en introduction, 200 000 agriculteurs susceptibles de partir à la retraite d'ici à 2030. Est-ce qu'on risque de manquer d'agriculteurs finalement? C'est toujours une question qu'on peut se poser, puisque face à cet enjeu important de la transmission d'une exploitation pour une installation réussie, bien évidemment, nous comptons les départs. Alors, les départs, vous l'avez dit, prévisionnels à l'âge de la retraite. Alors, la réforme de la retraite pourra peut-être reculer pour certains cette date fatidique, mais il se rajoute à ce potentiel aussi des départs en cours de carrière. On n'est plus agriculteur tout au long de sa carrière pendant 40 ans. Et donc, il se peut qu'on arrive à l'agriculture plus tard. C'est aussi le nouveau profil des porteurs de projets qui nous rejoignent. Et puis c'est aussi partir parfois à 35 ans, 40 ans, vers d'autres métiers, d'autres destinées, ce qui augmente le nombre potentiel. Donc oui, il y a un enjeu de renouvellement, un enjeu que nous accompagnons, nous les chambres d'agriculture, mais un certain nombre d'acteurs autour de nous. Et c'est essentiel que nous soyons tous mobilisés. Et je trouve essentiel aussi que dans ce salon des maires, on puisse aussi partager avec les maires cet enjeu de transmission, parce que cet enjeu est aussi un enjeu rural. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous êtes également président de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Alors comment une collaboration entre les chambres d'agriculture et les collectivités peut contribuer au renouvellement des générations d'agriculteurs sur les territoires? Tout d'abord, en partageant un certain nombre d'objectifs communs. Je pense qu'on pourra le partager tout à l'heure avec le vice-président de l'Aglo d'Orléans, mais le premier outil nécessaire, c'est de s'approprier ce qu'est l'enjeu du foncier sur son territoire, et surtout d'en fixer les objectifs de préservation, de transmission. Mais on commence toujours par la préservation. Alors, ça peut être un enjeu, il était conflictuel il y a 15 ans, il est un peu moins aujourd'hui parce qu'on collabore beaucoup. Et on se donne surtout des objectifs. Alors, au travers, il y a évidemment des réflexions collectives, au travers des projets alimentaires territoriaux, les enjeux énergétiques, pardon. Et donc, on a un certain nombre d'enjeux comme ça qu'on est capable de partager. Et finalement, le foncier devient l'outil essentiel à partager, à préserver, pour couvrir tous ces enjeux. Alors avant de poursuivre et de vous entendre, messieurs, on va faire le point sur les transmissions des entreprises agricoles dans les territoires avec François Purseigle. Il est sociologue, il s'est penché avec Bertrand Hervieux, un autre sociologue, sur ce sujet dans son dernier livre Agriculture sans agriculteurs. Il parle, lui, d'un tournant radical pour l'agriculture. Alors en quoi ce tournant impacte le renouvellement des générations? On l'écoute tout de suite.
Nous vivons actuellement, d'une certaine manière, une révolution indicible dans les mondes agricoles français, en ce sens que ces mondes agricoles sont affectés par un effacement sans précédent de la population des chefs d'exploitation qui ne représentent plus aujourd'hui que 1,5% de la population active nationale. Et à côté de cet effacement de la population des chefs d'exploitation, on assiste à un éclatement, à une montée en diversité des structures d'exploitation. Il n'y a jamais eu aussi peu de chefs d'exploitation agricoles en France et jamais les exploitations agricoles françaises n'ont été aussi diverses et ne relèvent en fait de logiques aussi différentes. Et donc on voit bien que cet effacement de la population des chefs d'exploitation, cet éclatement des structures d'exploitation agricole nous invite à repenser les canaux de l'insertion dans les métiers, et ce au regard du fait que l'agriculture est désirée, mais elle n'est pas forcément désirée pour les mêmes raisons qu'hier. Et on voit bien aujourd'hui, quand on fait du terrain, eh bien, qu'il existe d'une certaine manière une inadéquation entre l'offre et la demande d'exploitation en place. Et donc, finalement, il est nécessaire aujourd'hui de repenser non seulement les installations, les arrivées dans les métiers, des arrivées qui vont devoir se faire aussi, non seulement par la case chef d'exploitation, mais aussi par la case peut-être salariat. Il faut quand même aussi considérer que l'enjeu aujourd'hui n'est pas forcément celui du renouvellement des générations de chefs d'exploitation, mais celui du renouvellement des actifs, puisque finalement, l'un des enjeux, c'est aussi celui du maintien de la capacité productive de ces exploitations agricoles qui sont appelées aujourd'hui à répondre à ce défi de la souveraineté alimentaire. Je pense qu'il faut donner à voir d'une certaine manière des entreprises agricoles dans lesquelles une multitude de projets entrepreneuriaux peuvent s'exprimer, des projets qui vont du commercial à l'artisanal en passant par l'industriel ou le patrimonial. Donc il faut faire en sorte que les exploitations qui devront être reprises demain ou qui vont peut-être être créées demain puissent d'une certaine manière constituer un cadre propice à l'expression des projets qui sont portés par ces porteurs de projets qui sont nombreux dans les PAI. Et je pense que l'un des défis, notamment pour l'appareil de développement et pour les chambres d'agriculture, c'est de bien recenser cette offre d'exploitation. On sait que des chefs d'exploitation vont devoir partir, mais connaît-on véritablement la situation de ces exploitations qui parfois décapitalisent et qui ne sont pas forcément très sexy au regard de cette nouvelle génération? Ça veut dire que les acteurs du secteur bancaire sont appelés à prendre peut-être plus de risques qu'hier. Ça veut dire que les agents du développement sont peut-être appelés à accompagner davantage dans des champs d'action qui n'étaient pas les leurs. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi réorganiser l'organisation productive agricole, notamment de la Ferme France. Il va falloir peut-être donner des outils à ces chefs d'exploitation qui vont céder leur exploitation pour que ces exploitations puissent, d'une certaine manière, constituer des cibles pour les nouveaux porteurs de projets. Et il va falloir aussi accompagner ces porteurs de projets peut-être dans la restructuration de ces exploitations agricoles. Ne pas avoir peur aussi de l'entrée de capitaux externes dans ce secteur qui, jusqu'à présent, est un peu frileux quant à l'accueil de ces investisseurs extérieurs. On assiste à une banalisation de l'entreprise agricole. Il va falloir peut-être se doter de nouveaux outils pour accompagner ces porteurs de projets. Alors Jean-Marie Fortin, vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Loiret. On parle souvent des nouveaux profils qui arrivent et moins de ceux qui partent. Est-ce que chez vous, ces exploitations justement à céder ont changé? Est-ce que la transmission a changé? Oui, elle a changé. Ça a été clairement défini précédemment. Aujourd'hui, en fait, on passe d'une agriculture finalement d'agriculture au pluriel de production à des agricultures qui correspondent à des marchés. Donc effectivement, l'approche aujourd'hui n'est pas la même. Aujourd'hui, on a des repreneurs d'exploitation qui ont beaucoup plus qu'avant ce sens effectivement de la mise sur le marché. On a aujourd'hui des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas les mêmes attentes que effectivement les cédants sur ce qu'ils veulent. En termes de production, en termes de professionnalisation et aussi en termes de vie même. Aujourd'hui, on parle souvent de la vivabilité du monde agricole et on voit bien qu'aujourd'hui, les attentes des nouveaux agriculteurs sont très différentes effectivement des anciens. Voilà. Aujourd'hui, ce que je peux dire aussi, c'est que on a, par rapport à ce qui se passait auparavant, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup effectivement de nos enfants du monde agricole
alors c'est pas le cas pour tous, mais effectivement qui s'éloignent un peu du métier de l'agriculture, parce qu'effectivement leurs parents ont connu effectivement une réglementation importante, une pression sociétale qui est dure à vivre, et ça, c'est vrai que c'est une réalité, il faut le dire. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le monde de l'agriculture a changé, les repreneurs ont changé, les cédants ont changé, les structures d'exploitation sont plus les mêmes, des structures qui se sont agrandies, qui ont énormément investi en matériel, en numérisation, en technologie. Donc ce qui fait que ce sont aussi des exploitations qui sont plus difficiles à reprendre. Et on verra dans quelques minutes comment vous adaptez à tout ça. Mais juste pour faire le point, dans le Loiret, c'est combien de nouveaux installés pour combien de départs? Alors aujourd'hui dans le Loiret, pour 2 départs, il y a un installé. Voilà, donc ce qui pour un président de chambre est un petit peu décevant. Bon, alors il faut savoir que derrière ça, effectivement, il y a des agrandissements qui se font. Il y a un changement effectivement de structure agricole qui se fait. Mais aujourd'hui, c'est 1 pour 2. Alors on poursuit avec vous, Monsieur Laurent Baud. Vous êtes vice-président de la métropole d'Orléans, en charge de l'agriculture. Vous êtes maire également de la commune de Semois, réputée pour sa tradition arboricole. Des pommes, des poires, une surface agricole de 200 hectares sur 778 hectares de la commune. Dès le début des années 2000, vous vous alarmez. Le nombre d'exploitations chute, vous passez d'une dizaine à 3. Vous me direz si c'est bien ça. Quelles conséquences ça a eu tout ça sur la commune? C'est exact ce que vous nous dites, la disparition progressive du nombre d'arboriculteurs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment vécu d'une façon douloureuse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que l'arboriculture était une activité économique à part entière. À l'époque, les arboriculteurs vivaient bien de leurs revenus. Et tout d'un coup, la concurrence fait en sorte que l'activité est mise à mal et mise en difficulté. D'où forcément de grosses difficultés de reprise des entreprises, des exploitations arboricoles. Inutile de penser que les enfants des arboriculteurs puissent reprendre l'exploitation des parents parce qu'ils les ont vus trimer pour un revenu faible. Donc pas de reprise de ce côté-là. Ça veut dire aussi pour la commune une transformation du patrimoine végétal. C'est-à-dire une commune marquée par l'arboriculture, c'est très chaleureux avec les alignements de vergers et l'arboriculture qui rythme les saisons avec les floraisons, la taille, la cueillette, etc. Donc la commune vivait au rythme de l'arboriculture et ça c'est quelque chose qui disparaît. Donc c'est une perte de patrimoine végétal. Et évidemment, la conséquence, c'est que ces terrains se transforment en friches agricoles. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille avec la Chambre d'agriculture. Mais ça pose la question des friches agricoles qui se développent en zone périurbaine. Semois, c'est au cœur de l'agglomération d'Orléans. Donc évidemment, la conséquence, c'est une pression foncière forte. Heureusement, on a des armes pour s'opposer au grignotage des terres agricoles et éviter l'expansion urbaine. Mais c'est quand même un véritable problème. Et maintenant, les nouveaux enjeux, c'est comment on réinstalle des exploitants sur le territoire, puisque la volonté forte de la commune, c'était de préserver l'agriculture et de maintenir une activité agricole. Et on aura l'occasion de se réjouir avec vous dans quelques minutes. Alors François Beaupère, il va falloir des outils pour accompagner les nouveaux porteurs de projets. Ça, c'est François Pursec qui le dit. Qui sont ces nouveaux profils, d'abord, il faut le rappeler, et puis en quoi sont-ils si différents? Alors tout d'abord, non issus du milieu agricole, finalement ils n'ont pas forcément les codes d'accès à un certain nombre d'éléments essentiels que sont l'accès au foncier, la professionnalisation de ce métier, et puis l'environnement au sens large qui peut accompagner leur installation. Les champs d'agriculture sur ces différents domaines leur permettent justement de monter en compétence sur le projet, de monter en compétence en formation, parfois même initier de la formation initiale, puisque si demain un jeune a l'idée simplement de s'installer dans l'agriculture en sortant du salon d'agriculture, il a encore du chemin à faire. Donc il vient bien évidemment au point accueil installation à la chambre d'agriculture et on va lui faire découvrir que s'il veut s'installer de façon professionnelle, il va falloir qu'il commence par
avoir des connaissances, puis des compétences. Donc on va l'accompagner sur cette partie formation, création de son projet d'entreprise. On va l'accompagner d'un bout à l'autre. Mais on s'aperçoit qu'avec ces nouveaux profils, je parlais par exemple des codes d'accès au foncier, les représentants des propriétaires fonciers nous disent régulièrement, mais on a plein de jeunes qui viennent vers nous, mais ils ne comprennent pas qu'on doit créer une relation avec le propriétaire pour obtenir de sa part la confiance, la création d'un contrat, qui est le bail rural, et ainsi pouvoir rentrer dans les terres. Non, c'est pas je peux, c'est pas je dois, c'est pas j'ai droit, c'est on doit converser ensemble et échanger et obtenir un certain nombre de confiance. Ça, c'est des choses qu'on a sans doute à amplifier parce qu'on le fait peut-être pas assez. Alors c'est pas simple, mais aujourd'hui 40% des jeunes qui s'installent dans l'agriculture n'ont pas ces codes et ne sont pas issus du milieu agricole. Demain 60, c'est le pourcentage qu'on a déjà en formation agricole. Et puis peut-être après-demain 80 et peut-être sans doute un jour 100% parce qu'on aura pratiquement plus de fils d'agriculteurs qui s'installeront. Pourquoi? Parce que au-delà de ce qu'ont dit mes voisins, il y a aussi des attentes des jeunes qui sont différentes. C'est pas que des questions d'appréciation, je dirais, de ce qu'a fait mon père ou pas fait mon père. Je pense que j'ai envie de choisir un métier, et comme tout autre, j'ai envie de choisir un métier vers l'agriculture ou pas. Voilà, et donc, un grand nombre. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a sans doute amplifié encore la promotion des métiers, puis François Purcell l'a dit, j'ai bien dit les métiers de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que les chefs d'exploitation, nous avons aussi un fort renouvellement dans le salariat. Et donc il nous faut attirer beaucoup de jeunes, beaucoup plus de jeunes demain, vers la formation, vers ces métiers de l'agriculture. François Purcell parle, lui, du renouvellement des actifs. On reste avec vous, François Beaupère, pour cette deuxième partie. Quel intérêt pour un territoire, en fait, que le renouvellement des générations? Parce que de nouveaux agriculteurs sur un territoire, ça ne profite pas seulement à l'agriculture. Ça va créer quelle dynamique? Je crois que le témoignage de M. Baud tout à l'heure le traduit très directement. Une activité dense en chef d'exploitation, en salariat, avec des productions végétales spécialisées comme chez M. Baud ou animales qui développent de la valeur ajoutée, c'est aussi des hommes nombreux sur les territoires et finalement des activités connexes dans le milieu rural, que ce soit de la vente et entretien du matériel agricole, que ce soit l'électricien, que ce soit le plombier. On a besoin de tous ces services comme le monde rural et donc finalement on participe et on est dans le monde rural, dans ce maillage rural et on participe à la vie active. Donc sans ces chefs d'exploitation, on peut avoir une forme de désertification. Alors peut-être que Jean-Marie la vit peut-être plus fortement dans cette partie nord de la France qui a déjà un historique céréalier, je dirais. Et c'est vrai que plus on tend vers la céréalisation, et M. Maud l'a dit tout à l'heure, plus je vois finalement les linéaires de pommiers s'en aller, plus je m'inquiète du nombre d'agriculteurs qui seront présents demain en remplacement de ceux qui partent en retraite. Donc des paysages, de l'emploi, c'est aussi, ça concourt aussi, Laurent Baud, on poursuit avec vous, à réduire les impacts sur l'environnement, se nourrir tout près de chez soi, c'est moins de transport aussi, non? Oui, alors les effets sur l'environnement sont nombreux et positifs. Il faut déjà se dire que le développement de l'agriculture en zone urbaine, c'est essentiellement quand même de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est un phénomène important et assez nouveau. Après, effectivement, les impacts sur la qualité de l'air, c'est des choses qui sont déjà connues. Peut-être plus important, l'enjeu maintenant, c'est les circuits courts. Voilà, tout le monde est d'accord, je pense, sur ce principe. Il faut développer des circuits courts. Il faut s'organiser pour ça. Ce que demande la population, ce sont des produits de qualité et des produits de proximité, d'avoir une relation plus directe avec les producteurs. Voilà, donc on s'organise avec la Chambre d'agriculture pour développer ces circuits courts. On a un guide des producteurs locaux, par exemple, et on développe l'activité sur les marchés. Enfin, tout ce qui peut aller dans le sens des circuits courts et d'une alimentation de qualité. D'où l'importance aussi du travail qu'il y a à faire avec la restauration scolaire, puisque le rêve de tout maire, c'est que son territoire puisse nourrir les enfants de ses écoles.
Et on écoutera un témoin, un agriculteur qui s'est installé sur votre commune tout à l'heure. Alors plus largement, Jean-Marie Fortin, un agriculteur, c'est un peu ce qu'on a entendu avec M. Gaud, c'est aussi le risque de plus de béton. Ça se vérifie sur le terrain, ça? Alors c'est peut-être un petit peu, excusez-moi, réducteur. Je dis souvent en fait que les agriculteurs sont les artisans de notre alimentation, de notre liberté alimentaire. Ce sont aussi les architectes de nos territoires, de nos paysages. Donc voilà, moins de béton peut-être pas, mais aujourd'hui c'est la garantie en fait d'avoir notre liberté alimentaire, une alimentation, comme ça a été dit précédemment, de proximité, de saison, de qualité. C'est aussi, comme l'a dit François Beaupère, effectivement de l'emploi. Aujourd'hui, les agricultures qui sont développées effectivement en milieu urbain sont souvent des agricultures qui ont beaucoup de manœuvres. Ce sont des agricultures plutôt spécialisées. Donc voilà. Donc aujourd'hui, dire que c'est plus de béton, oui peut-être, mais ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est moins d'emplois, moins de relations de nos concitoyens avec le vivant, voilà. On voit bien qu'aujourd'hui, le danger, c'est que nos concitoyens perdent le sens du vivant. La difficulté qu'on peut avoir dans le monde agricole, c'est qu'effectivement, on ne soit pas toujours compris, parce qu'on a aujourd'hui une population qui perd ce sens du vivant. Donc aujourd'hui, maintenir l'agriculture en milieu urbain, c'est maintenir ce lien et cette relation. Il y a toujours un risque de méconnaissance et donc d'incompréhension. Alors on poursuit avec vous, Laurent Gaud. Comment les collectivités peuvent contribuer à l'installation d'agriculteurs début des années 2000, vous nous l'avez dit tout à l'heure, face à la diminution drastique du nombre d'exploitants sur la commune du Semois. Vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que la première étape, c'est d'avoir une volonté politique. Donc c'était un enjeu qui avait été bien identifié par l'équipe municipale, de se dire que face à cette diminution d'exploitants, il fallait qu'on se donne les moyens d'installer de nouveaux exploitants sur le territoire de la commune. La première étape, c'est le foncier, parce que évidemment pour installer un exploitant, il faut du foncier, et donc la commune s'en est donné les moyens en achetant des terres agricoles pour pouvoir les mettre à disposition d'un futur exploitant. Et là, tout de suite, on s'est tourné vers la Chambre d'agriculture parce qu'il nous faut derrière un porteur de projet. Voilà, donc les porteurs de projet ne viennent pas spontanément sonner à la mairie, mais la Chambre d'agriculture a aussi son propre vivier, donc on s'est tourné vers la Chambre d'agriculture qui nous a présenté des candidats, certains ça n'a pas fonctionné, et puis finalement on a trouvé le bon candidat qui correspondait à notre commune et ça a matché entre lui et la commune de Semois. Vous êtes parvenu en effet à trouver le bon candidat, voire le candidat idéal. En 2013, Jérôme Minec-Dubé, ingénieur dans l'aérospatial, s'installe en maraîchage bio au cœur de la commune de Semois. Il cultive des légumes sur 5 hectares et pratique la vente en circuit court. On écoute tout de suite Jérôme Minec-Dubé. Jérôme Minec-Dubé, j'ai 40 ans, je suis maraîcher bio installé à Semois depuis presque 3 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine du spatial. Je faisais la conception de viseurs d'étoiles pour des satellites. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je voulais changer. Mon métier n'avait plus trop de sens pour moi. Et je trouve que cultiver la terre, proposer de la nourriture, ça a plus de valeur pour moi. Avant de s'installer, en fait, je voulais d'abord avoir plus de technique, avoir plus d'expérience. J'ai trouvé une couveuse à Blois, une couveuse d'activité, ce qui permet de se mettre en situation, c'est-à-dire de faire vraiment le métier de maraîcher avec toutes les contraintes et toute la gestion d'entreprise aussi, et en même temps d'être encadré, d'avoir des formations, etc. Et à la suite de la couveuse, je cherchais à m'installer, alors soit sur un lieu qui existait déjà, soit de créer quelque chose sur des terres. Je suis tombé sur cette opportunité à Semois où la commune avait racheté à un agriculteur qui partait à la retraite un terrain
Et c'est un terrain qui était assez propice. Il y avait déjà le forage, donc l'irrigation. C'était en friche depuis plus de 3 ans, donc ça pouvait passer directement en bio. Et en plus de ça, c'est à côté d'une grande ville, à côté d'Orléans. Et c'est intéressant pour les livraisons, pour les achats, etc. Pour l'entreprise, c'est plus facile. Ce que je ressens en faisant pousser ces légumes, j'ai envie de le transmettre à la clientèle, aux gens qui viennent me voir pour acheter les légumes. Je suis passé des étoiles à la terre, ça a été un grand écart pour moi. Laurent Baud, je suis passé des étoiles à la terre, tout ça, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Vous êtes fait accompagner par la Chambre d'agriculture du Loiret, la commune de Semois. En quoi ça a consisté clairement cette collaboration? Simplement, si je peux me permettre de revenir sur la vidéo, on comprend bien en écoutant Jérôme Minec-Dubé que c'est un projet de vie, quoi. Donc ça c'est très important également. Après, pour l'installation, il y a plein de questions, plein de problèmes à résoudre. Donc on a travaillé en collaboration avec la Chambre d'agriculture. Il y a forcément le problème de l'accès à l'eau, donc il y avait un forage à réhabiliter, donc on a travaillé avec la Chambre sur ce sujet-là. La Chambre a accompagné le porteur de projet dans le cadre de formation à l'agriculture, au maraîchage, mais également à la gestion d'entreprise. Bon là ça a été un peu facile compte tenu du niveau de formation de Jérôme, mais il y a cet accompagnement au niveau de la formation. Et puis il y a eu un travail très important qui a été fait au niveau du bail rural, parce qu'on était dans une situation un petit peu particulière. On souhaitait que ce soit un bail rural, environnemental, de longue durée. Donc bail rural bien sûr, environnemental parce qu'il y avait des souhaits de la commune et de l'exploitant d'aller vers une agriculture biologique, et de longue durée, c'est-à-dire de 18 ans, pour que l'exploitant ait une garantie sur la pérennité de ses investissements. Et on va parler dans quelques minutes, mais vous l'avez aidé aussi à s'installer avec sa famille. Il y a un terrain pour cultiver et un terrain pour accueillir toute la famille. Le foncier, l'accès à l'eau, le porteur de projet, et le porteur de projet, il faut qu'il habite à proximité du lieu d'exploitation, parce que quand on a des tunnels, il faut être réactif pour venir les ouvrir ou les fermer en fonction de la situation climatique. Et donc on l'a accompagné pour pouvoir s'installer, donc ça tombait bien parce qu'il pouvait investir un petit peu pour construire une maison, donc on a trouvé un terrain à proximité, il a pu construire sa maison et installer sa famille sur la commune. Jean-Marie Fortin, on poursuit avec vous. Quel type de formation avez-vous apporté à Jérôme Minec-Dubé? Deux types de formation. Une première formation qui est effectivement de lui faire connaître tout son environnement, bancaire, assurantiel, social. Donc ça c'est important. Les centres de gestion, tout l'aspect aussi formé à tout l'aspect réglementaire lié à ces productions. Et puis aussi une deuxième formation par rapport effectivement à l'aspect économique. Voilà, donc il est important en fait de pouvoir apporter un business plan économique. Ça là-dessus, le réseau Chambre est à cheval là-dessus. Et c'est quelque part en fait notre responsabilité morale de défendre la dignité du monde agricole, surtout dans une société aujourd'hui où nos concitoyens sont passés de 28% de leurs revenus à 12% de leurs revenus pour leur alimentation. Il est important de veiller à ça. Aujourd'hui, notre volonté au niveau de la Chambre d'agriculture, du Loiret et puis dans tout le réseau, c'est effectivement que ces installations soient réellement viables, vivables et durables, quoi. Je me plais toujours à répéter ça, et ça c'est important. Aujourd'hui dans le réseau Chambre, 95% des exploitations au bout de 5 ans sont toujours là. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est important. Et on a vraiment une responsabilité morale, nous, les élus des chambres d'agriculture, à conduire ces personnes, ces porteurs de projets
vers une sécurisation financière pour eux. Ça, j'insiste toujours là-dessus. C'est notre rôle, enfin, j'ai dit, hein, c'est une responsabilité morale. Moi, et quand je dis ça, si vous voulez, c'est aussi d'accompagner toutes les agricultures. Il n'y a pas qu'une seule agriculture. C'est du bio, c'est du HVE, c'est de la grande culture, c'est de l'élevage, c'est de la transformation. Il n'y a pas de modèle agricole aujourd'hui. Il y a de multiples modèles agricoles qu'il faut développer, accompagner, à partir du moment où ils correspondent à de réels marchés et à partir du moment où il y a une cohérence économique derrière. Et dans le Loiret, vous avez souhaité miser sur les couveuses aussi. Pour vous, ça c'est important comme type de formation. Oui, donc une couveuse a été mise en place donc, en 2017. Voilà. Donc aujourd'hui, l'agriculteur que vous avez vu est passé par cette couveuse. Dans le Loiret, à peu près, il sort une installation tous les ans effectivement de cette couveuse. L'idée, c'est effectivement d'accompagner des agriculteurs et surtout en fait des personnes qui viennent d'autres milieux professionnels, qui peuvent avoir quelques difficultés à intégrer les réflexes du monde agricole, de les accompagner pour qu'ils soient mieux à même de faire face à leur installation. Alors aujourd'hui, c'est passé par des agriculteurs, par des maraîchers, on a un producteur de tisane, on a sur la métropole, sur la ville d'Orléans, dernièrement, une personne qui s'est installée à faire des champignons sur une zone désaffectée, un bâtiment désaffecté. Bon, c'est assez multiple et varié. Mais c'est important, en fait, cette couveuse-là, parce qu'il y a un accompagnement, et c'est toujours dans le souci, en fait, de ne pas laisser les gens à l'abandon. On n'installe pas des gens pour les installer. On ne vient pas s'installer dans l'agriculture parce qu'on a envie de changer. On s'installe dans l'agriculture parce qu'on veut donner du sens à sa vie, mais un réel sens et donner vraiment les clés de la réussite. Alors un mot quand même sur ce bail environnemental et rural. C'était une démarche nouvelle à l'époque. Oui, une démarche nouvelle. L'idée, c'était en fait que ce bail oriente effectivement l'installation sur des pratiques environnementales. Donc effectivement, c'est la commune là, qui a donné effectivement son cahier des charges, qui doit être accepté avec l'exploitant, moyennant effectivement un loyer plus modéré que ce qu'il était. Donc il y a un engagement financier et un engagement de l'agriculteur. Là, dans ce cas de figure-là, il y a eu 3 engagements en fait. Le respect du cahier des charges d'agriculture biologique, l'implantation effectivement de couverts végétaux le long des cours d'eau et le maintien de ces couverts végétaux. Voilà. Et puis il y avait aussi l'existence, l'entretien et le maintien de l'existence d'une mare pour favoriser la biodiversité sur l'exploitation. Voilà. C'était le vœu de la commune. C'était effectivement dans le projet acceptable, cohérent. Ça avait du sens aussi par rapport à ce que voulait faire l'exploitant. Donc, et c'était aussi bénéficiaire économiquement pour l'exploitant. Donc vous êtes adapté. Alors François Beaupère, un mot à nouveau sur les profils nouveaux. On s'en rend compte avec Jérôme Minec-Dubé. Il est passé des étoiles à la terre. C'est lui qui le dit. 9 ans plus tard, il est toujours agriculteur. Ça a bien fonctionné. Néanmoins, face à ces profils nouveaux, à quoi les collectivités doivent-elles particulièrement vigilantes? Je pense que Jean-Marie et M. Baudot ont amené un certain nombre d'éléments qui correspondent à cette question, finalement un accompagnement plus particulier, plus affiné, qui correspond à l'attente. Alors là, il y a une attente particulière de la collectivité, mais sur le profil du jeune, on a entendu des messages de Jean-Marie sur formation, professionnalisation, accompagnement technique et environnement au sens large, puis environnement au sens particulier du contrat, donc du bail avec clause environnementale. Vous voyez que finalement la Chambre d'agriculture s'est adaptée au profil du jeune pour l'accompagner. Et elle le fait pour l'ensemble des porteurs de projets. Et c'est ça qui est sans doute, on ne fait plus une formation identique pour tous. C'est d'abord depuis 5 ans ce qui correspond à ce que l'État nous a confié dans le cadre d'une labellisation. Nous avons un CE3P, donc un centre d'élaboration d'un parcours professionnalisé, personnalisé. D'ailleurs, je pense que dans cette expérience, il faut qu'on renforce le personnalisé parce que vous savez, en 5 ans, on a tendance après parfois à généraliser ce qu'était la personnalisation du début. Ça nous oblige encore à nous reposer la question de cette personnalisation. Mais c'est essentiel parce que ce monsieur était ingénieur, donc
pas besoin de redonner une formation générale. On repart sur les modules nécessaires, des modules techniques, et puis des modules plutôt porte-projet. Et je suis sûr que dans l'élaboration de son projet, faire un business plan, ça ne va pas être un sujet pour lui, ça va être assez simple. Mais quels éléments je mets, des éléments agricoles, des éléments de production, et quels éléments je charge, je mets dans ce projet, le conseiller chambre à ses côtés, il l'a forcément accompagné. Et on fait cela maintenant avec tous les porteurs de projets. Et alors, au-delà de l'accompagnement des porteurs de projets, vous proposez aussi des diagnostics aux collectivités, c'est ça? En quoi ça consiste? Alors, les diagnostics sont là aussi à la mesure de ce que la collectivité attend et de ce que la Chambre d'agriculture est capable de lui proposer. C'est toute une démarche en fait que l'on porte au travers d'une marque qui s'appelle Teralto. C'est ce que nous appelons bien sûr des prestations, mais que nous traduisons surtout et le plus souvent possible dans une forme de contrat d'alliance. On n'est pas qu'un simple prestataire, on vient auprès de la collectivité, comme là ça nous a été démontré, pour un objectif, un enjeu. Ils ont traduit il y a très longtemps déjà, au travers d'une charte agriculture et urbanisme, quelque part, l'enjeu du foncier. Aujourd'hui ils sont allés sur l'installation en agriculture, et on peut le traduire sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux alimentaires, puisque c'est déjà une part de l'enjeu alimentaire, mais sans doute compléter l'approvisionnement en proximité par d'autres filières locales est essentiel. Donc c'est un travail que la Chambre d'agriculture peut amener par le sourcing. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Donc on a, au travers de cette marque Teralto, un contrat de prestation que nous proposons aux collectivités qui va, à échelle différente, d'abord poser souvent un cadre général plus politique sur l'enjeu du territoire, le diagnostic 0.0 du territoire sur les enjeux agricoles, le diagnostic foncier, la couche des exploitants agricoles, et puis finalement préparer la transmission, c'est-à-dire connaître ceux qui vont partir assez vite, assez tôt, et ensemble, parce que je pense qu'il faut le savoir le faire à deux voies, sensibiliser ces cédants à bien conserver leur exploitation en état pour la transmettre vers un jeune ou un moins jeune, parce qu'on s'installe aussi aujourd'hui à une moyenne d'âge de plus en plus tardive. Moi, la moyenne d'âge chez moi, en Pays de la Loire, est à 29 ans. Donc vous voyez qu'on arrive avec un cursus de formation de plus en plus important, et donc c'est important. Laurent Baud, rapidement, ça fait des émules autour de vous, cette collaboration? Non, je ne dirais pas que ça fait des émules, je pense que c'est plutôt une prise de conscience collective. Dans toutes les communes, je pense que les élus se sont posé la question au regard ne serait-ce que de l'évolution de leur plan local d'urbanisme. Voilà, qu'est-ce que devient la zone agricole, qu'est-ce que deviennent nos exploitants agricoles? Et les élus se bagarrent sur deux fronts. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver l'activité agricole sur ma commune? Et le deuxième, qu'est-ce que je peux faire pour faire venir de nouveaux exploitants? Donc je pense que c'est plutôt une prise de conscience collective, et maintenant elle est portée au niveau de la métropole. C'est un constat partagé. Alors en quoi les collectivités peuvent-elles concourir à faciliter l'arrivée de nouveaux agriculteurs? On a également posé la question au sociologue François Purseigle. On l'écoute tout de suite. Je suis convaincu aujourd'hui que face aux grands défis que la profession agricole doit relever, tout le monde doit se retrousser les manches. C'est-à-dire que la profession à elle seule ne pourra pas tout faire pour rendre non seulement attractif certaines filières, même si cette question de l'attractivité n'est pas l'alpha et l'oméga, selon moi, du problème de l'installation. Il va falloir rendre interopérables les dispositifs et les instruments qui permettent d'accompagner l'installation. On voit qu'il y a une chasse aux jeunes agriculteurs, à l'agriculteur qui devrait s'installer, mais posons-nous la question, ces dispositifs qui sont créés par des collectivités, des organisations, sont-ils toujours interopérables? Peut-être pas. Il va falloir faire en sorte que les dispositifs à la fois nationaux, régionaux et locaux puissent être articulés ou mieux articulés les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'avoir un projet agricole à l'échelle d'un territoire pour qu'il puisse se mettre en place. Il faut que les collectivités fassent appel aussi aux organisations du développement agricole pour mieux repérer cette offre d'exploitation qui va être susceptible d'être cédée demain. Donc il y a un travail à accomplir aussi de mise en relation entre les agents du développement agricole et les agents du développement territorial. C'est vrai que certains territoires donnent à voir cette porosité entre acteurs, pas toujours dans tous les départements ou toutes les régions. Je pense qu'il y a quand même encore
du travail à faire, parce qu'on veut beaucoup de choses à l'échelle des territoires en matière agricole, mais que connaît-on véritablement de la situation agricole? Certains maires, certaines collectivités découvrent qu'à l'échelle de leur territoire, eh bien, le travail agricole n'est pas forcément réalisé par ceux auxquels ils pensent. Et il va falloir peut-être aussi savoir qui porte le projet agricole aujourd'hui en France à l'échelle de certains territoires. Et je pense que les acteurs du développement sont bien placés pour donner un coup de main aux collectivités. Et les collectivités sont bien placées aussi pour donner un coup de main à cette profession qui doit relever ce défi majeur pour demain. Jean-Marie Fortin, au-delà de l'installation, il y a d'autres défis à relever. On en a parlé un peu tout au long de cette table ronde. Vous collaborez avec la métropole d'Orléans sur quel autre type de sujet? Alors sur plein de sujets, donc, autour effectivement du renouvellement des générations, de la transition agroécologique et effectivement de la souveraineté alimentaire, qui sont tous les trois axes principaux. Donc aujourd'hui, les points sur lesquels on collabore, c'est effectivement sur un projet territorial alimentaire, c'est aussi effectivement sur la gestion de l'eau. On sait très bien que l'eau est un sujet très transversal, qui est une responsabilité en fait des collectivités territoriales, mais sur lesquelles effectivement le monde agricole peut apporter des solutions. Pour préserver cette ressource en eau, parce qu'effectivement le monde agricole est très attaché à préserver cette ressource en eau. Et effectivement, on a un travail de synergie dans les utilisations, dans les besoins à faire avec les collectivités territoriales. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, on travaille sur cette couveuse d'entreprise, Terreo. On travaille aussi sur la végétalisation de la métropole. On a mis en place effectivement un concours de jardins éphémères. C'est important aujourd'hui de remettre le végétal au cœur effectivement des zones urbaines. Et puis tout un tas d'animations en fait qui sont faites dans l'année autour du développement durable, de cette transition agroécologique et de cette souveraineté alimentaire, cette alimentation de proximité dont effectivement nos concitoyens ont vraiment besoin. Je me souviens que l'an dernier, on avait fait une étude sur le département du Loiret. Nos concitoyens aujourd'hui, ils veulent vraiment une alimentation de proximité, de saison, avec des garanties en fait de sécurité. Vous voulez compléter, M. Bonne? Oui, simplement pour dire qu'au niveau de la métropole, nous avons une charte agricole. Depuis 2012, on en est à la 2e édition. C'est une charte agricole qui a été créée en commun avec la Chambre d'agriculture du Loiret, avec un certain nombre de fiches actions que nous mettons en œuvre. Alors sur plein de domaines, hein, en particulier sur le foncier. Donc c'est un élément qui n'a pas été évoqué par Jean-Marie, mais on développe les ZAP, les zones agricoles protégées. Ça c'est un autre sujet. On travaille, on est en réflexion sur la création d'un magasin de producteurs aussi. Ça c'est quelque chose de très important. La couveuse terreau, on en a parlé. On a aussi travaillé sur la qualité agronomique des sols, sur un schéma de circulation des engins agricoles, parce que quand les communes se développent, elles ne pensent pas toujours à la circulation des engins agricoles. Voilà de nombreux domaines sur lesquels on pourrait parler longtemps. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps d'échange. On passe tout de suite aux questions dans la salle. Quelle action concrète, individuelle ou collective, pourrait-on mener envers les cédants? Parce qu'on a souvent des cédants qui n'imaginent pas ce que peut devenir leur exploitation. Ce ne sera pas toujours la même production, ce sera peut-être un ou deux exploitants au lieu de un. Il y a toujours la problématique aussi des remplacements d'associés dans les GAEC. Les jeunes qui veulent s'installer ont souvent une vision individuelle de l'exploitation. Quand on parlait de contribution finalement des collectivités, on est en train de mener donc un dossier au niveau du conseil régional avec 5 EPCI, une par département. Donc Moche Communauté en l'occurrence est de la première vague, puisqu'on emmène 2 années de suite, donc 5 territoires pilotes de transmission. Pourquoi? Pour dynamiser la transmission. Objectif, augmenter le taux de renouvellement. Je suis comme Jean-Marie malheureux parce que nous sommes aujourd'hui à 1 pour 2. L'objectif c'est de passer à 65% au lieu de 50%. Donc on se fixe les objectifs et on est en train d'évaluer aujourd'hui un train de mesure, un plan d'action élaboré dans les 5 territoires pilotes pour en faire un plan d'action commun qu'on va pouvoir divulguer au niveau de la région sur toutes les actions qui visent à repérer mais surtout augmenter la dynamique
de sensibilisation auprès des cédants, leur trouver des solutions de remplacement là où ils ont besoin, leur apporter l'expertise nécessaire. Et puis là où c'est nécessaire, c'est aussi d'être capable, même si c'est compliqué, de rediriger des exploitations qu'on a regroupées il y a 40 ans quand on a fait les GAEC, parce que nous sommes une région d'élevage. On a créé beaucoup de sociétés, de groupements agricoles d'exploitation en commun. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour peut-être faire 2 installations, ce ne sera pas 2 installations ensemble sur le même site, mais peut-être 2 séparées, et qu'il faut trouver les moyens de reséparer les sites. Donc c'est aussi accompagner, et puis c'est aussi prévoir, si on veut encourager, il faut aller jusqu'à des accompagnements fiscaux auprès des cédants, pour les sensibiliser, je dirais, par la carotte plus que par le bâton, pour aller vers les jeunes. Merci. Une autre question, je voulais savoir si vous aviez envisagé de contractualiser entre la commune et le maraîcher pour approvisionner les cantines scolaires. Alors, sur ma commune, c'est évidemment une idée qu'on a évoquée, mais ce n'est pas une solution qui a été retenue parce qu'on a par ailleurs une cuisine centrale collective avec 4 communes. Et le maraîcher, de son côté, a développé ses circuits de commercialisation. Voilà. Mais il a quand même des petits marchés avec notre cuisine collective. Et effectivement, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on souhaiterait aller. Monsieur Fortin s'est demandé justement sur le département ou pas? Oui, en fait, on y travaille en ce moment, si on a un projet sur le sud d'Orléans où effectivement on veut installer des jeunes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des profils qui sont différents. Des profils qui s'installent pour effectivement avoir une certaine qualité de vie, cette approche avec le client au quotidien. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imposer à des gens qui travaillent, comme vous avez vu tout à l'heure, de pouvoir effectivement faire de l'approvisionnement de collectivité, parce que c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes moyens non plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit avec la métropole à installer des jeunes dans le but, effectivement, il faudra voir comment on peut les aider, de travailler pour ces restaurations collectives. C'est important, hein, ça. Une dernière question, rapidement. Rapidement, bonjour, Olivier Masbou, je suis journaliste. 2 petites questions, si j'ai le droit. La première, vous voulez installer des agriculteurs un peu partout, pas comme urbain ou semi-urbain. Il y a le problème quand même de la tolérance et du lien avec le voisinage. Monsieur le maire, vous dites que vous installez en bio, mais tout le monde ne peut pas faire du bio. Or, en arboriculture, s'il y a beaucoup d'exploitations qui ont disparu, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait la pression phytosanitaire et des traitements. Et deuxième question par rapport à tout le monde, par rapport à la première intervention de François Pursec, qui évoque l'entrée de capitaux sur les exploitations. C'est une remise en cause du modèle agricole français qui est l'agriculture familiale. Merci. Oui. Très rapidement sur la première partie de votre question, j'évoquais tout à l'heure la charte agricole. Un des volets de la charte agricole, c'est d'améliorer, de gérer les relations entre les exploitants qui sont en place et les nouveaux habitants. Donc certaines communes ont mis en place une charte de respect mutuel en fait, entre les nouveaux habitants et les exploitants. Un mot sur les capitaux, monsieur Robert? Alors dans les capitaux nécessaires à une exploitation agricole, on a d'abord le foncier. Je crois qu'on est tous d'accord de dire que le foncier n'est pas forcément une obligation d'être en propriétaire pour être exploitant. On a un certain nombre d'aujourd'hui de propriétaires fonciers qui mettent à bail. On a des collectivités qui veulent investir, mais je les encourage plutôt à le faire dans des collectifs. Et nous, on encourage aujourd'hui la création de fonds de portage où on associe les collectivités pour le faire ensemble et accompagner cette transition vers des installations en agriculture. Ensuite, le deuxième niveau, oui, forcément, l'agriculture, on s'installe aujourd'hui avec des capitaux assez importants. Ça dépend bien sûr des filières, des productions. Et on n'est pas fermé, bien évidemment, à créer des systèmes qui permettent à l'exploitant agricole de moins investir sur certains capitaux qui peuvent être, je ne sais pas, les bâtiments, ou carrément de façon capitalistique, avoir des apporteurs en capitaux qui seront rémunérés. Mais pour cela, il nous faut surtout avoir une vraie économie, une vraie rentabilité pour pouvoir rémunérer l'ensemble des paliers, quoi. Voilà. Plus de questions?
bien, très bien. Merci à vous trois. C'est la fin de cette table ronde dédiée au renouvellement des générations en agriculture. Plus largement, on l'a entendu, à la souveraineté alimentaire et énergétique des territoires. Et les chambres d'agriculture, on l'a bien compris, s'inscrivent comme des partenaires privilégiés des collectivités pour répondre à tous ces défis. On a parlé notamment de Terra Alto. Merci aux chambres d'agriculture France. Merci enfin à vous tous qui avez suivi ces échanges. Bon salon des maires.